maintenant faire un petit point sur la convention que l'on va signer avec l'assurance maladie et l'UNOCAM. Donc il y a des réunions de négociation conventionnelles qui se poursuivent, qui ont été commencées, et puis il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place, et à l'issue de ces groupes de travail, des réunions plénières. Elles se poursuivent entre donc l'USPO, la FSPF, les deux syndicats représentatifs, l'UNCAM et l'UNOCAM, donc l'UNCAM qui est l'assurance maladie obligatoire et l'UNOCAM l'assurance maladie complémentaire, enfin, les régimes complémentaires. La volonté de tous ces acteurs-là qui est partagée est de signer rapidement cette nouvelle convention avec un objectif de signature à mi-février. On vous l'a déjà expliqué, hein, pourquoi obtenir une signature en mi-février, tout simplement parce qu'après, on a un gouvernement qui sera en campagne présidentielle et qui ne signera plus rien du tout. Donc on sait que si ce n'est pas signé mi-février, ce ne sera pas signé avant que le nouveau gouvernement soit en place, et ça veut dire que quelque part on met la profession en pause, puisque cette convention est le moyen de faire avancer la profession. Et si on ne signe pas rapidement, on met la profession en pause et on n'aura pas d'avancée conventionnelle avant plus d'un an, depuis juin l'an dernier, depuis le 4 juin où la convention a été dénoncée, on ne peut plus avoir d'avancée conventionnelle. Donc il faut qu'on signe rapidement. Il y a dans cette convention des avancées importantes qui ont été notées par l'assurance maladie, prises par l'assurance maladie, puisque quasiment toutes les propositions de l'USPO font partie des propositions qui ont été reprises par l'assurance maladie, partagées pour certaines par la FSPF, et font partie des négociations et seront très probablement inscrites dans la convention. Alors, sans vouloir tout vous dire, puisque on ne peut pas à ce stade être plus précis que ça, on a demandé un élargissement de la vaccination. Donc, tous les vaccins, depuis tout le monde, à tous les effecteurs, depuis l'enfant. On va laisser l'enfant au pédiatre, mais depuis 16 ans, 12 ans, en fonction du HPV. Donc, il y a un élargissement de la vaccination. On voit bien que la vaccination aujourd'hui en officine est quelque chose qui est très présent et voulu par les patients, puisque tous les patients nous disent, mais vous nous vaccinez contre le Covid, contre la grippe, vous pouvez me vacciner contre le tétanos? Non, ça, on n'en peut pas encore, mais voilà, ça, c'est une bagarre de l'USPO depuis toujours. Et je vous disais, quel chemin parcouru depuis la vaccination grippe dans certaines régions sous la forme d'une expérimentation à aujourd'hui créer des centres de vaccination éphémères dans les pharmacies. Quel chemin parcouru. Autre dépistage aussi qui va être mis dans la convention, le dépistage du cancer colorectal. Donc c'est très, très bien avancé, ça va arriver vite. Le dépistage des infections urinaires, donc essentiellement chez les jeunes femmes qui font une infection urinaire, avec une bandette urinaire. Le pharmacien correspondant, un boulot de l'USPO depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on se bat pour que ça le soit. Ça y est, maintenant, ça va être reconnu et inscrit dans la convention. La dispensation adaptée va rester, va évoluer certainement, mais va rester. Également, la dispensation à domicile, c'est quelque chose que nous voulions aussi depuis très longtemps, qui avait été promise par l'ancien directeur de la CNAM, qui va maintenant être inscrite dans le champ de la convention. On a demandé aussi à ce que la ROSP générique soit réintroduite. Alors seulement pendant les 2 premières années, avant que l'article 66 ne s'applique, ça devrait pouvoir aussi être mis en place. La substitution des biosimilaires, vous savez que dans le PLFSS de cette année, on nous a octroyé la possibilité que les pharmaciens ont de substituer les biosimilaires. Nous devons pouvoir le faire, mais pouvoir le faire intelligemment, en synergie avec les médecins et pas avec des listes qui soient en opposition les uns contre les autres. Si on veut que ça fonctionne, la synergie sera beaucoup plus efficace. Revoir la rémunération des grands conditionnements. Pour nous, il est clair que les grands conditionnements ne doivent pas être à la main des industriels. Ce n'est pas un industriel qui va mettre 3 plaquettes d'un mois avec un carton et une seule notice qui va piloter les grands conditionnements. C'est le pharmacien, parce qu'il connaît son patient, parce qu'il sait qu'il est possible pour lui de prendre des conditionnements trimestriels et d'avoir une stabilité dans son traitement. C'est au pharmacien de piloter ça et surtout pas à l'industriel. Il va y avoir une grosse évolution sur le numérique en santé, qui va aboutir en particulier sur l'e-prescription et aussi sur la possibilité que nous aurons de développer et de cibler les interventions pharmaceutiques. Ce numérique en santé va pouvoir mettre en lumière toutes les interventions que l'on fait, et chaque fois que l'on fait ça, changer la posologie parce qu'on s'est trompé, rajouter un traitement, ou au contraire parce qu'il en a oublié un, etc. Et également aussi tout un item qui va concerner le bon usage des médicaments et la démarche qualité. Vous voyez que cette convention est une convention qui va être importante et qui va cibler l'évolution métier. Et continuer
ce que nous avons commencé à l'USPO, c'est-à-dire quitter le camp du commerce pour aller dans le camp du professionnel de santé. Tous les items qui sont pris vont renforcer le côté professionnel de santé du pharmacien. Cette convention, elle va sûrement pas se faire en une seule étape. On ne pourra pas avoir une convention qui va être totalement rédigée en une seule étape. Et d'ailleurs, la convention, elle est signée pour 5 ans. Donc, on ne fiche pas les choses pendant 5 ans. La convention, elle fixe un socle et après, on évolue sous forme d'avenant pendant les 5 années qui suivent pour continuer de faire évoluer le métier. Il y a encore des choses qui seront prises, qui sont notées en intention, comme les accompagnements des patients diabétiques, les accompagnements des patients qui ont des maladies rares. Tout ça, ce sont notés en intention et qui vont venir enrichir la convention, enrichir notre métier au cours des 5 années qui viennent. Donc, elle se fera certainement en plusieurs étapes, avec une signature d'un premier élément qui va être intéressant pour la pharmacie, qui vont définir un socle. Et dans un second temps, on va poursuivre les évolutions par voie d'avenant. Il faut savoir qu'à l'USPO, on a toujours essayé toujours d'avoir un ou deux coups d'avance et maintenant on est dans l'après-Covid. Comment on va faire de la pharmacie un point important tant au niveau prévention, dépistage que vaccination pour tous les patients qui le demandent d'ailleurs. Hein. C'est pas une lubie des pharmaciens, c'est vraiment une volonté des patients de voir la pharmacie reconnue comme ça. On est déjà dans l'après-Covid et voir comment on va pouvoir tirer les éléments de cette crise, faire de tout ce qu'on a fait d'un point de vue lié à la crise sanitaire et à l'état d'urgence, de l'inscrire dans le dur de la convention et de l'inscrire dans le dur de notre métier. Voilà, on vous tiendra au courant des évolutions qui vont arriver bientôt et bien sûr de cette signature de la nouvelle convention. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte, sur tous ces points-là? Alors, il y a toujours un petit peu un temps de latence, donc le temps Alors, que juste, tout arrive. Mais... juste un petit point par rapport à l'armée. On me dit que si vous vaccinez, il faut dire aux militaires d'aller se faire enregistrer dans la caserne. Donc, vous pouvez injecter le vaccin et lui fera la procédure pour avoir son pass auprès de la caserne. Il aura simplement l'attestation comme quoi vous l'avez vacciné. Donc, voilà, vous pouvez le prendre en charge. Est-ce que la PDA EHPAD sera rémunérée dans le cadre de la convention? Alors, on est PDA. toujours limité, la PDA, on est toujours limité, alors toute la PDA d'ailleurs, hein, pas que la PDA EHPAD, on est toujours limité par la publication des bonnes pratiques de la PDA. Et tant qu'on n'a pas ça, l'assurance maladie bloque la prise en charge et bloque l'inscription de la PDA. On l'a toujours, on l'a demandé, hein. Croyez bien, on l'a demandé à ce qu'elle soit inscrite. Par contre, maintenant, il faut qu'on se rapproche du ministère pour que ces bonnes pratiques sortent. Ça fait 10 ans qu'on attend que les bonnes pratiques de la PDA sortent, 10 ans que l'USPO le demande. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé, mais on va y arriver. Hein. Vous savez, le syndicat, c'est un travail de longue haleine et il faut remettre le couvert plusieurs fois, parfois, comme on a fait d'ailleurs pour les assistants, où on a exclu les médicaments au-dessus de 1900 € pour ne pas que ça rentre en compte dans le chiffre d'affaires. On a mis 3 ans pour y arriver. La PDA, c'est plus long, mais on n'a pas renoncé. Que devient la délivrance des antibiotiques à l'unité? Alors, c'est inscrit dans la convention, cette délivrance d'antibiotiques à l'unité. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une option qu'on a, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ça va rester dans la convention comme étant optionnel et on va voir quelle est la rémunération qui est attachée et en fonction de ça, chaque pharmacien se positionnera sur le fait de ne faire ou ne pas faire de dispensation à l'unité, qui est pour nous la mauvaise réponse à une bonne question. Hein, comment mieux gérer l'antibiotique et comment faire qu'il n'y ait pas d'antibiorésistance. Et pour nous, ce serait plus intelligent que l'industriel se mette en rapport avec les bonnes pratiques qui sont faites pour son antibiotique, et pas forcément en étant resté bloqué sur l'AMM qui date d'il y a quelques années, et tout simplement se coller aux recommandations. Et si maintenant c'est un comprimé par jour pendant 6 jours et que les boîtes font 8 comprimés, eh bien effectivement, ça pose souci. Il faudrait mieux avoir des boîtes de 6 comprimés pour coller aux recommandations. Et de toute façon, le fait de dispenser à l'unité ne générera pas, ne réglera pas le problème des patients qui arrêtent leur traitement en cours de route. Donc, on voit bien que la dispensation à l'unité, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, il y a des inquiétudes. Désolée, je reviens un petit peu en arrière sur la PDA.
la PDA en EHPAD, enfin, s'il y a des inquiétudes sur des éventuels gros faiseurs, en fait, sur la PDA par rapport aux EHPAD, etc. Donc, voilà, c'est Quand on juste avait une... travaillé sur les bonnes pratiques, on avait limité. Et c'était à l'initiative de l'USPO qui avait été de dire, on met un rayon d'action, entre guillemets, un rayon où le pharmacien peut apporter la PDA pour éviter les gros faiseurs et éviter que la France soit partagée en 4 ou en 5. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'ils sortent aussi. Et c'est prévu dans ce texte. On attend aussi ce texte-là pour ça. Pour le dépistage du cancer colorectal, à partir de quand serait-il disponible si ça fonctionne dans la convention? Alors, normalement, si c'est signé à la convention, ce sera très très rapidement, puisqu'on va faire en sorte que ce soit très rapidement, quitte à mettre une évolution sur ce dépistage, de le prévoir, pas forcément la première année comme il sera la deuxième année pour que ça aille plus vite. On est en train de voir ça pour qu'il soit opérationnel le plus vite possible dès la signature de la convention. Ok, et après, il y a une inquiétude aussi sur la possibilité de recruter des adjoints et des préparateurs pour réaliser ces différentes missions dans un contexte de tension de recrutement. On a bien compris ça et on a bien compris aussi que la Covid avait accéléré aussi cette tension. On a proposé, alors c'est encore pas mis en place, mais on a proposé un groupe de travail qui va réfléchir sur comment mieux recruter, comment améliorer le recrutement, optimiser le recrutement, tant qualitativement que quantitativement. Il y a un groupe de travail qui va se mettre en place à l'USPO et sous l'impulsion d'un pharmacien parisien, d'une pharmacienne parisienne, qui va gérer ça. Et voilà, on va commencer. Là, on est un petit peu pour l'instant focalisé sur la Covid. Vous nous en excuserez, mais vous voyez bien que pour arriver à sortir les fiches, pour arriver à être le plus réactif possible, ça nous monopolise beaucoup de temps. Et ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous que l'on mette en place donc dès les mois qui viennent. Une réponse complémentaire par rapport à ça. Tous les métiers sont confrontés à ça. Des tensions de ressources humaines dans tous les secteurs d'activité. Le Covid a beaucoup perturbé. Nous, la stratégie, ce que met Pierre en place est très clair. C'est de rendre ce métier attractif. Parce que si ce métier n'est pas attractif, vous aurez encore plus de difficultés pour avoir des jeunes pharmaciens qui aient envie d'être assistants ou qui aient envie de reprendre une pharmacie. Donc, le métier attractif, c'est tout ce qui est autour du changement de métier, ce qu'on est en train de construire et de conforter dans la convention. Et ensuite, avoir, bien sûr, des champs de progression également en termes économiques. Quand vous faites de la prévention, du dépistage, etc., ben, vous avez des ressources supplémentaires que vous n'aviez pas auparavant pour votre entreprise. Et donc, bien sûr, ça vous permet de recruter parce que derrière, ces missions ne sont pas gratuites, elles sont rémunérées. Et donc, ça permet d'élargir, en élargissant le champ de compétences des pharmaciens, et bien de pouvoir élargir l'activité économique et d'avoir de la progression sur l'activité. Donc voilà, la stratégie, elle est simple. Bien sûr, il faut que, au niveau de la formation, que ce soit à la fac pour les pharmaciens ou dans les centres de formation des apprentis, que la formation initiale évolue, parce que ces métiers évoluent et il faut qu'on ait des collaborateurs qui soient intéressés par ce métier et performants quand ils rentrent dans l'entreprise. Donc tout ça est la mise en place d'un cercle vertueux et pas d'un cercle dépressif en disant tout va mal, etc. Oui, ben, quand tout ne va pas aussi bien, eh bien, on se donne les moyens de faire en sorte que la machine positive se remette en route. La dispensation à domicile, je pense que tu en as parlé, enfin, je crois, sera-t-elle prise en compte dans la convention? Oui, oui, oui. Alors, ça a été compliqué hein, parce que ça avait été promis par Nicolas Revel lors d'un webinar. Je me souviens d'un webinar qui avait eu lieu, je pense en avril, mais je me souviens plus exactement de la date. Et c'était pas dans les priorités de l'assurance maladie actuelle. Donc, il a fallu que l'on se batte pour ça. C'est inscrit dans la convention avec certaines modalités. Donc, quand les modalités seront précisées, on reviendra vers vous. Mais oui, pour l'instant, la dispensation à domicile est. Alors, on parle d'une dispensation, hein, on ne parle pas d'une livraison, on est bien d'accord. Donc, une dispensation se fait par
toute personne capable de réaliser l'acte de dispensation au comptoir, c'est-à-dire pharmacien, préparateur, étudiant, et ce sera avec une dispensation, avec bien sûr des conseils liés à la dispensation, et pas seulement une livraison. C'est ni la Croix-Rouge ni la Poste que l'on veut faire, hein, on est bien d'accord. J'ai aussi des questions sur les communautés professionnelles de santé. Ne pas faire partie d'une communauté professionnelle de santé deviendra... Est-ce que ça deviendra pénalisant en termes, pour les ROSP, par exemple? Oui, oui, très clairement. Alors, je crois que c'est l'échéance, c'est pour 2023, si mes souvenirs sont bons. En fait, la condition d'avoir la ROSP structure va dépendre de la participation dans un exercice coordonné. Ça vaut pour les médecins, ça vaut pour les infirmiers, ça vaut pour les pharmaciens, pour tous ceux qui ont une ROSP structure. On voit bien que les CPTS sont en train d'accélérer. Qu'il y a également, bien sûr, les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais il y a également ce qu'on appelle des équipes de soins primaires. Et nous, on va essayer de pousser dans ce sens, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, quand vous avez un patient compliqué, ça va être ponctuel, ça va peut-être durer 6 mois parce qu'il sort de l'hôpital, parce qu'il a telle pathologie, et bien que le médecin, le pharmacien et l'infirmier puissent travailler de façon coordonnée, ne soient pas obligés de monter une association loi 1901 pour pouvoir prendre en charge ce patient de façon différente selon un protocole. Et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de pousser auprès de l'assurance maladie, c'est la CPTS a son rôle d'organisation du territoire. Ensuite, il y a les MSP qui sont plutôt autour de la patientèle partagée entre les professionnels qui sont dans cette maison de santé pluriprofessionnelle ou qui collaborent avec cette maison de santé pluriprofessionnelle. Mais quand il n'y a pas de MSP, il faut qu'il y ait des équipes de soins primaires beaucoup plus souples pour continuer à mailler le territoire et que les patients ne soient pas exclus d'un exercice coordonné. Et si on arrive à faire ça, eh bien, je pense que petit à petit, on maillera le territoire. En tout cas, on espère de le faire avant 2023. Parce que ce qu'on a dit à l'assurance maladie, c'est que les pharmaciens sont très demandeurs de la coordination et que c'est parfois les médecins qui ne veulent pas. Et donc, pénaliser les pharmaciens parce que les médecins ne veulent pas se coordonner et ne pas avoir sa structure, parce que derrière, on a quelqu'un qui dit « moi j'ai 60 ans, tout ça, ça ne m'intéresse pas, on verra ça, vous verrez ça avec mon successeur » quand le médecin dit ça, eh bien, c'est pas satisfaisant. Donc, on essaie de trouver des solutions pour que l'exercice coordonné soit le plus efficace possible et maille le plus. Et on a donc un an et demi pour faire ça. Est-ce que les bornes de téléconsultation seront prises en charge par la CPAM? Alors, on a une grosse discussion par rapport à ça. Déjà, les bornes, ce ne sont pas les bornes qui sont prises en charge. L'assurance maladie a un forfait qui est là pour prendre en charge certains éléments qui sont nécessaires à la téléconsultation. De mémoire, et si je me trompe, Bénédicte, tu corriges, mais il doit y avoir un otoscope connecté, il y a un oxymètre, un tensiomètre et un otoscope, enfin deux objets connectés, otoscope et stéthoscope, et oxymètre et tensiomètre. Mais les cabines ne font pas partie de ça. Alors, effectivement, si vous mettez une cabine, vous pouvez bénéficier, dans la mesure où il y a ces 4 matériels-là, du financement assurance maladie. Par contre, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la téléconsultation, c'est quelque chose qui est un acte conventionnel prévu à la convention pharmacien comme un acte de coordination dans le cadre de l'exercice coordonné. Donc, c'est une consultation entre le patient et son médecin traitant, parce qu'il ne peut pas se déplacer et donc la pharmacie le met en relation avec son médecin traitant. Ça peut être aussi dans le cadre de soins non programmés, mais dans le cadre d'un protocole qui est fait avec la CPTS, c'est-à-dire que la CPTS a défini que le lundi matin, c'était le docteur X, le mardi après-midi, c'était le docteur Y qui faisait les soins non programmés. À ce moment-là, on peut mettre en relation le patient avec le médecin qui, dans le cadre de la CPTS, assure les soins non programmés. Ça, c'est de la téléconsultation conventionnelle pour lesquelles on est rémunéré. Par contre, la téléconsultation, alors qu'on est à Marseille avec un médecin à Lille, parce que la borne vous met en relation avec un pool de médecins qu'ils ont à disposition,
c'est une téléprescription, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas une téléconsultation au sens conventionnel. Donc, ça veut dire que ces téléconsultations-là, ces consultations-là que vous aurez faites, ne peuvent pas être déclarées au niveau de votre ROSP et vous ne pouvez pas toucher d'argent pour ces consultations-là. Il faut faire très attention parce que certaines cabines sont très virulentes au niveau du déroulé et au niveau de ce qu'ils vous disent, et ils arrivent presque à vous faire croire l'inverse. Donc faites très attention, soyez très attentifs parce que ne tombez pas dans le piège de certains discours commerciaux qui peuvent vous dire mettez les cabines, vous aurez droit à l'argent. Ça c'est vrai. Mettez les cabines, vous aurez droit à des téléconsultations parce qu'on a des médecins qui fonctionnent avec nous. Ça c'est faux. Oui, sur le pharmacien correspondant, pardon. Sur le pharmacien correspondant, nous avons très peu d'arrangements. Il faut que le pharmacien correspondant soit au choix du patient, car pour la pharmacie rurale, nous avons très peu d'arrangements entre prescripteurs et pharmacie plus proche, qui exclurait la pharmacie du village, qui lui n'a pas de médecin. C'est la loi. C'est le patient qui choisit son pharmacien. Ce n'est pas le médecin qui choisit le pharmacien correspondant pour le patient. Donc les pharmaciens correspondants vont être enregistrés sur la base de l'assurance maladie comme pharmacien correspondant pendant 1 an. Après, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, quand on est pharmacien correspondant, on doit travailler avec un médecin, le médecin traitant du patient. Et justement, en milieu rural, c'est tout l'intérêt du pharmacien correspondant, c'est que quand vous avez un médecin qui est moins disponible, ça ne vaut pas que pour le milieu rural, il est moins disponible parce qu'il n'y en a pas beaucoup de très disponibles aujourd'hui, c'est de pouvoir justement mettre en place pour un patient, par exemple, diabétique, un patient à risque cardiovasculaire, s'il a un traitement, eh bien, de pouvoir le renouveler 3 mois de plus, à condition d'avoir surveillé le patient et de renvoyer des informations au médecin. C'est ça tout l'intérêt du pharmacien correspondant, c'est d'assurer un suivi de ce patient sur la base de protocoles pour pouvoir eh bien, être sûr que le patient, quand il prend son traitement, il continue d'être stable et quand on le renouvelle, il continue d'être stable. Donc tout ça demande bien sûr de la part des médecins des évolutions, à la fois de la façon de travailler, à la fois peut-être aussi de la façon d'être rémunéré, c'est à eux de le demander. Mais en tout cas, le pharmacien correspondant, aujourd'hui, est une avancée très, très importante. Et maintenant, il faut que les patients soient alliés avec nous pour que justement, ils disent, mais moi j'ai choisi un pharmacien correspondant, il faut que ça m'aide. Et donc, ils vont certainement nous aider à me faire vivre. Là aussi, c'est 10 ans de travail. USPO, tenace. Est-ce que sur les protocoles, vous pouvez revenir un peu sur les protocoles quand comment ça va se passer, par exemple, pour les soins non programmés, notamment quand le patient n'a pas de médecin traitant, est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être inscrit dans la convention? Voilà. Alors, le pharmacien correspondant sur les soins non programmés, ce n'est pas le cas, puisque par définition, le pharmacien correspondant, c'est pour le suivi des traitements chroniques. Pour les soins non programmés, c'est les protocoles de premier recours. Bon, l'exemple le plus concret, Pierre en a parlé, c'est l'infection urinaire pour la jeune femme qui vient le samedi. Qu'est-ce qu'on fait? Les soins non programmés, c'est la douleur dentaire. Aujourd'hui, on ne peut rien délivrer qui soit efficace pour le patient. C'est l'entorse bénigne ou voilà, de mettre en place une attelle ou éventuellement un strap. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui doivent mieux organiser l'accès pour les patients à des soins non programmés, puisque parfois, si le médecin est disponible, il n'y a pas de problème. Et quand il n'est pas disponible, il y a un problème. Et donc, quelle réponse on apporte quand le médecin n'est pas disponible ou que les urgences sont loin ou débordées? Pour le Monuride, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir un protocole, sauf qu'il est que dans un exercice coordonné dans une maison de santé professionnelle qu'il a prévu. Donc, autant dire que c'est très réservé et pas généralisé.
Donc là, on va être autorisé à faire le dépistage de l'infection urinaire avec la bandelette. C'est ce qui est prévu dans la Convention, c'est ce qu'a dit Pierre. Et après, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout de la logique, parce que s'il y a une infection urinaire et que les conditions avec les protocoles HAS sont prévus, de toute manière, il y aura prescription de monuride. Alors, est-ce qu'on demande de la prescription obligatoire par un médecin à distance, ou est-ce que le pharmacien est autorisé à le faire parce qu'il a respecté le protocole? Voilà, donc ça, c'est le coup d'après. Mais c'est pas là, c'est pas le pharmacien correspondant. Là, c'est le pharmacien, premier recours, accès aux urgences. C'est un peu hors convention, mais quand même, comment faire partie d'une CPTS? Il n'y a pas de droit d'entrée, si c'est la question. C'est simplement, si vous voyez que sur votre territoire, les choses bougent et qu'un certain nombre de professionnels ont commencé à s'organiser et à mettre en place une CPTS, eh bien, il faut simplement dire que vous êtes volontaire pour y participer. Donc, il se constitue un bureau, un conseil d'administration pour gérer l'argent qui va être perçu de la CPTS par l'assurance maladie. Donc là, il y a une association formelle. Et ensuite, c'est de voir quelles sont les priorités sur le territoire, le diagnostic du territoire. Est-ce qu'il y a un hôpital? Est-ce qu'il y a une clinique? Quels sont les médecins généralistes disponibles? Est-ce qu'il y a des patients qui n'ont pas de médecin traitant? Est-ce que l'accès aux spécialistes, est-ce qu'il est compliqué? Comment on organise la sortie hospitalière? Comment on s'occupe des personnes à risque sur telle et telle catégorie parce que le territoire contient et a beaucoup de personnes âgées, et donc comment on priorise les actions sur les personnes âgées. Voilà. Donc, s'il y a une SPTS qui se constitue, vous dites, moi je veux y participer, c'est tout simplement. Et ils sont bien contents de trouver tous les pharmaciens du territoire. En général, ils sont très volontaires pour participer à la CPTS. Et si vous avez des questions sur comment constituer une CPTS, comment administrativement on fait, on a des gens à l'USPO qui l'ont fait, qui savent le faire, donc vous pouvez vous rapprocher de l'USPO. Et puis il y a aussi des personnes qui sont dites des accélérateurs au niveau des CPAM qui peuvent aussi vous donner un coup de main. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'USPO pour avoir plus de renseignements là-dessus et concrètement comment faire. Est-ce que il va y avoir des modifications dans la convention sur les gardes et la nuit profonde? Alors c'est quelque chose qu'on a demandé. On en avons demandé deux choses pour les gardes. Première chose, la revalorisation de l'astreinte, donc des 190 € pour la nuit ou pour la journée. Ça, on l'a demandé, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on sent que la CNAM est un petit peu réticente là-dessus, mais on continuera de demander. Et on a demandé aussi à ce qu'il y ait à ce que les honoraires de garde que l'on met donc sur les ordonnances à chaque dispensation soient revalorisés et créer aussi un honoraire de nuit profonde. Ça fait partie des choses qui sont en discussion. Et pour nous, c'est important parce qu'en plus, ces gardes-là vont renforcer le réseau au niveau rural, puisqu'on sait que les pharmacies au niveau rural sont très très souvent de garde, et donc ces revalorisations vont participer aussi à la revalorisation et au maintien de ce réseau-là.